Loyola Café. Loyola Café, on y discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Isabelle et Parnell dialoguent avec un enseignant des facultés Loyola Paris, le temps d'un café. L'émission d'aujourd'hui est animée par Parnell Ledaga. Chers auditeurs, auditrices du Loyola Café, bonjour à tous. Je suis avec vous pour un nouveau podcast. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous le Père René Mikalev. Bonjour Père René. Bonjour. Alors, vous êtes un jésuite, mais un ancien étudiant des facultés Loyola Paris, qui à l'époque s'appelait le Centre Sèvres. Et vous êtes de retour ici parce que vous avez participé au colloque du jubilé des 50 ans des facultés Loyola Paris. Mais tout d'abord, pouvez-vous vous présenter brièvement et nous dire un peu ce que ce lieu évoque pour vous, surtout après autant d'années d'absence, vous revenez ici. Quelle émotion cela suscite en vous? Cela suscite des émotions très fortes. Je viens de Malte, je suis jésuite et j'enseigne depuis 11 ans à Rome, dans l'université pontificale grégorienne. Ça fait 17 ans d'absence de Paris, mais j'ai cherché de maintenir un peu le français et aussi le contact avec la théologie qu'on fait dans les pays francophones. J'ai pas mal d'étudiants qui viennent de l'Afrique et de l'Afrique francophone à Rome. Et pour moi, revenir ici, ça fait venir aussi à l'esprit pas mal de souvenirs, de très belles, des beaux souvenirs de mon temps ici, à Paris, mes études, mes profs, les collègues qui étaient des étudiants à cette époque-là, il y a 17 ans, et maintenant plusieurs d'eux enseignent. Et on voit l'évolution aussi de ce que j'ai connu comme le Centre Sèvres. Et ça me donne beaucoup de joie. Par contre, je peux vous rassurer que votre français est toujours impeccable, même après 17 ans d'absence. Merci. Alors, je le disais en introduction, vous êtes revenu ici parce que vous avez donné une conférence durant ces journées d'études dédiées au colloque des 50 ans des facultés Loyola. Et votre intervention a porté justement sur la question migratoire. Euh, il faut dire que c'est une question, bien sûr, qui fait beaucoup l'actualité ces dernières années. Et il y a quelque chose de particulier, j'ai voulu discuter avec vous de cela et bien sûr pour que nos auditeurs aussi puissent bénéficier de votre expérience parce que vous l'avez dit, vous êtes maltais et vous vivez en Italie. Donc ces deux expériences un peu différentes, c'est vrai qu'il y a il y a beaucoup de choses en commun avec l'expérience migratoire en France, mais on sait que l'Italie, par exemple, c'est un pays qui accueille beaucoup de réfugiés, beaucoup de migrants, et Malte aussi en accueille pas mal et il y a beaucoup d'étrangers à Malte. Alors la question que je voulais vous poser, pour revenir un peu, qui fait écho à ce que vous disiez déjà au cours de votre intervention, c'est la question des chiffres et du populisme. Parce que la question migratoire revient très souvent et des chiffres sont parfois, je veux dire, on nous balance des chiffres qu'il y en a beaucoup trop, alors il y en a pas assez. Mais au fond, quels sont les chiffres réels et comment ça affecte la question du populisme? Alors d'un côté, les chiffres sont importants. L'Organisation internationale pour les migrations, qui fait partie de l'ONU, les derniers chiffres sont de 2020. On estime qu'il y a 3,6% de la population mondiale qui est en mouvement. Ça veut dire 281 millions de migrants dans le monde. Ça n'inclut pas normalement les réfugiés, c'est-à-dire les gens qui sont déplacés de force. Alors, la plupart de ces gens sont en Europe, c'est-à-dire, 86,7, mais ok, c'est pas la plupart dans le sens, c'est un nombre important, mais c'est 86 sur 281
81 millions dans le monde. L'Europe et l'Asie sont les deux continents où il y a pas mal de mouvements. Ce sont aussi des migrants, les gens qui se transfèrent entre les pays européens ou entre les pays asiatiques. Donc, quelquefois, on imagine que c'est des gens qui arrivent de l'Afrique ou des pays du Proche-Orient. Mais normalement, la plupart des migrants sont des gens qui viennent travailler dans l'Union européenne et dans d'autres contextes de pays qui ont entre eux une intégration économique assez forte. Alors, on a plus ou moins la même quantité d'hommes et de femmes, c'est 52 plus ou moins % hommes et 48% des femmes qui sont en mouvement dans le monde. Alors, ça donne comme repatriement de fonds internationaux 831 milliards de dollars. Si on compare cela avec l'aide publique au développement, qui monte à 221 millions de dollars en 2022, on voit que c'est presque 4 fois l'argent que les migrants envoient à leur pays pour le faire développer. Alors, pour donner une idée d'où se trouvent ces déplacés de force, 69% sont accueillis dans les pays voisins et 75% sont accueillis dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Ça veut dire qu'il n'y a que 25% qui arrivent dans les pays riches. Donc le poids d'accueillir les personnes qui ont tout perdu par des persécutions, par des guerres, c'est un poids qui est sur les épaules des pays les plus pauvres du monde. Bien sûr, on a l'impression que que toutes ces personnes arrivent en Europe ou en France, mais ce n'est pas vraiment le cas. Alors, le populisme, il va utiliser, parce que, on parle de nombre de chiffres qui font peur quelquefois, non? On utilise le chiffre des gens qui arrivent et du changement d'une année à année pour faire voir qu'il y a une émergence, une urgence, que ça c'est une situation qu'on ne peut pas accepter parce que ça c'est trop. Alors bien sûr qu'il y a des pays qui ont eu des changements relativement rapides. Non, la France a toute une histoire d'accueillir des gens d'autres cultures. Il y a des pays comme l'Italie qui ont commencé à faire ça lentement autour de l'année 75, mais la plupart du changement, le changement plus important, c'est arrivé aux années 90. Et Malte, c'est encore le changement ces dernières 15 ans qu'on change d'un pays d'émigration à être un pays d'immigration. Donc ça, bien sûr, ce sont des changements culturels qui créent des problèmes sociaux, qu'il faut penser, qu'il y a des peurs, il y a des gens qui utilisent ces peurs, non, pour des fins politiques, pour avoir des votes, mais ça ne va pas aider à penser à résoudre les problèmes réels qui sont là de manière rationnelle. Alors, Père Micallef, vous êtes un prêtre. Bien sûr, nous savons, pour la plupart d'entre nous, nous avons écouté des discours de politiciens sur l'immigration. Pour ceux qui, comme moi par exemple, étudions de la philosophie, nous connaissons aussi la pensée de pas mal d'auteurs sur les questions migratoires. Mais en tant que prêtre, et nous en tant que chrétiens, en tant que fidèles, que pense en fait l'Église? Parce qu'on a souvent l'impression, et je peux me tromper, qu'il y a, disons, des théories dans le catéchisme, qu'il faut accueillir tout le monde, qu'il faut aimer, mais que ça reste très abstrait. Mais concrètement, est-ce qu'il y a des approches un peu plus terre à terre de la théologie ou de la doctrine de l'Église
concernant la question de l'immigration, des réfugiés? Ça, c'est une question très importante. Bien sûr, certains de nous connaissent un peu ce que dit le pape François, quelquefois ce qu'il fait, parce que il fait des gestes qui quelquefois sont des gestes qui sont très symboliques, qui disent des choses, non, sur l'accueil des autres. On rappelle la visite à Lesbos, en Italie, les visites à Lampedusa et même la messe à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, etc. Donc, le pape François, il n'invente pas tout ça, il n'a pas commencé ce discours-là. Il y a un héritage. On peut aller jusqu'au fin du 19e siècle avec Quam Erum Nossa de Léon XIII. Mais peut-être le texte qui a ouvert le débat plus moderne sur la question des migrations, c'est Exul Familia de 1952, Pie XII. Et après ce document-là, il y a toute une série de documents importants publiés par le Saint-Siège dans ces dernières 70 ans sur les migrants, les réfugiés, etc. Bien sûr, on regarde après la Deuxième Guerre mondiale des Européens, en particulier des catholiques, qui allaient vers des pays comme les États-Unis et ils trouvaient quelquefois qu'on ne les accueillait pas très bien, ou qu'on les accueillait, mais il y avait des problèmes aussi au sein de l'Église. Et donc, on réfléchit sur ça. Et il y a un moment, bien sûr, dans les années 60, 70, où on fait toute la liste des droits des émigrés, non? C'est-à-dire, il y a un système migratoire qui est assez ouvert ces années-là, dans le boom après la Deuxième Guerre mondiale, et on cherche de rendre réguliers ces échanges de travailleurs entre pays et de s'assurer que les droits de tous sont respectés, que les familles sont des familles qui puissent avoir le regroupement, que les enfants puissent grandir dans des contextes qui sont sains, qui marchent, etc. Alors, à un certain point, la réalité change. Bien sûr qu'il y a des gens qui viennent du sud global déjà après la Deuxième Guerre mondiale, dans des pays comme la France, mais ça commence à toucher le reste aussi de l'Europe. Donc, on commence à voir pas mal de gens qui viennent de pays à majorité musulmane ou des pays de l'Afrique ou de l'Asie qui envoient des gens vers l'Europe, vers le nord global. Et on commence à faire des questions en disant, alors, ce qu'on a dit à propos des émigrés pauvres qui allaient de l'Europe vers d'autres pays, ça vaut aussi pour les gens qui viennent de l'Afrique vers l'Europe maintenant, ou qui viennent de l'Asie vers l'Europe, ou qui viennent de pays à majorité musulmane vers l'Europe. Est-ce qu'on peut continuer à faire le même discours? Ce sont les mêmes droits pour ces gens-là? Alors bien sûr, c'est compliqué parce que aussi il y a un changement dans l'économie globale. Après le 63, il y a des moments de cycle économique avec des pays où il y a des moments d'expansion, des moments où il y a des récessions très, très souffertes. Et qu'est-ce qu'on fait avec les migrants qui n'ont pas de travail, qui sont en chômage pendant ces moments comment est-ce qu'on gère l'arrivée des gens d'autres cultures, d'autres religions, etc. Donc, c'est pas évident, mais l'Église a continué à dire, bon,
les droits sont toujours les mêmes. Oui, les populations, les cultures ont changé. Bien sûr, ce ne sont pas des droits, une liste de droits absolus. Donc, il y a des droits de la personne de ne pas être apatride, donc les personnes qui ont perdu la nationalité, de trouver une manière de reconnaître sa nationalité, de donner en citoyenneté, parce que sans cela, on peut normalement pas avoir accès à d'autres droits. Et les gens qui ont été persécutés, de pouvoir faire une demande d'asile, et c'est une demande honnête qu'on accepte et qu'on trouve un lieu où ils peuvent se réfugier. D'avoir l'honnêteté quand on a besoin de travailleurs migrants, d'avoir une manière de les accueillir de manière légale et de les intégrer dans le marché du travail de manière normale, et de protéger la culture aussi, soit des gens qui arrivent, soit des gens qui sont là, et de trouver une manière constructive de faire dialoguer les cultures. Tout ça, on a développé dans tous ces documents. Alors, la question, c'est qu'on ne parle pas que de droits. Alors, les droits ne sont pas des droits absolus. Dans certains cas, il faut négocier, les ressources sont limitées, il faut trouver une manière de faire dialoguer les droits des autochtones et les droits des émigrés. Et on fait cela en rappelant aussi aux devoirs, parce que les droits, ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Pour que le droit de quelqu'un soit respecté, il faut que quelqu'un fasse quelque chose. Parce que quelquefois, ce n'est pas que ne pas violer le droit de l'autre. Quelquefois, il faut éduquer, construire une culture, trouver aussi des manières financières pour soutenir les droits. Et ça veut dire qu'il y a des devoirs. Et il faut un système de principes pour comprendre comment on gère tout ce complexe système de droits et de devoirs. Mais enfin aussi, il y a la question que dans certains quartiers où il y a pas mal de problèmes, parler à certains de ces devoirs, ça semble lourd. Tu dois accueillir le migrant. Et toi aussi, migrant qui est là depuis 20 ans, 15 ans, tu dois accueillir aussi, toi aussi, le nouveau arrivé. Et les gens ne sont pas tellement ouverts à ça, parce qu'ils voient aussi la souffrance, les problèmes qu'ils ont. Ils voient le nouveau arrivé comme quelqu'un qui vient ajouter des problèmes, non? Et donc, il faut aussi trouver des manières qui vont au-delà du discours de droits et de devoirs. Dans la tradition chrétienne, on parle aussi des vertus, c'est-à-dire de créer des coutumes, des habits, d'habituer des personnes à interagir d'une manière positive, constructive, de créer des moments aussi où on utilise le récit, le symbole pour construire une communauté qui marche bien ensemble, qui cherche ensemble le bien commun. Donc tout ça, ce sont des outils que la tradition catholique nous propose pour penser la question des migrations. Alors, notre podcast touchera à sa fin, mais avant, je voulais vous poser une dernière question. Je l'ai souligné en introduction que vous viviez en Italie et l'expérience migratoire italienne, certes, elle est un peu similaire à l'expérience française, mais il y a aussi pas mal de différences. Et de votre expérience, en fait, quelles sont ces différences entre la gestion des migrations en France et la gestion de la question migratoire dans d'autres pays comme l'Italie ou la Grèce? Pensez-vous par exemple qu'une gestion européenne commune et efficace soit possible, ou alors sommes-nous condamnés à rester avec l'immigration comme une question, disons, un problème qui ne peut pas être résolu? Alors, la question, c'est délicate, parce que d'un côté, pas mal de pays veulent plus d'aide
de l'Europe. Ils voient un peu l'Europe comme cette source d'argent euh, pour nous aider quand il y a des problèmes. Voilà, quelquefois, il n'y a pas le sens que l'Europe, c'est aussi nous qui contribuent vers les besoins des autres, mais c'est un peu les autres qui viennent nous aider. Mais bien, d'un côté, mais on ne veut pas que l'Europe vienne à gérer les choses parce que l'immigration, ça est devenu la pierre de touche de la souveraineté nationale. Donc, on veut l'argent de l'Europe, on veut l'aide de l'Europe, mais on ne veut pas que l'Europe nous dise n'importe quoi sur comment on peut gérer ou pas gérer la question migratoire. Donc, alors, il y a cette contradiction. Il y a des pays comme l'Italie qui, bien sûr, ils affichent les statistiques des gens qui arrivent de la Méditerranée sur des bateaux, etc. Mais ils ne voient pas les gens qui arrivent en Europe par avion, qui arrivent avec des visas, qui arrivent des pays de l'Est européen, de l'Ukraine et d'autres pays, etc. Donc, quand on dit par exemple en Italie au public que l'Italie est en train d'accueillir beaucoup de gens et que la France et l'Allemagne doivent payer parce qu'ils arrivent, ils sont pas des pays de frontières et donc ils accueillent pas personne. Et on oublie que en Allemagne et en France, on accueille quelquefois beaucoup plus de migrants et de réfugiés qu'en Italie, parce que pas tout le monde arrive de la Méditerranée, etc. Alors, il y a ça, il y a des pays, alors par exemple Malte, que c'est mon pays, qui ont des discours complètement contradictoires et aussi cyniques sur les questions. On accueille des centaines, des milliers de personnes de l'Asie, de l'Amérique latine, de l'Europe orientale, parce qu'on a un boom économique et on a besoin de travail migrants. Et on dit, Malte est ouvert pour les migrants, il y a pas mal d'opportunités, venez travailler à Malte, on vous trouve un boulot, on est ouvert à l'investissement, c'est le pays de l'opportunité, tout ça. Et quand il y a des bateaux qui arrivent avec des réfugiés d'Afrique, oh, on n'est pas un pays pauvre, oh, on est un pays très densément peuplé, il n'y a pas de place pour vous. Vous voulez aller, bien sûr, à d'autres pays où il y a beaucoup de place et nous, on est une toute petite île et il n'y a pas de place pour vous. Et donc, on dit, bon, on a besoin de l'aide pour ce qu'il y a des gens qui arrivent de l'Afrique, etc., en particulier. Donc, tous ces discours sur les migrants qui ne doivent pas arriver, de résoudre le problème migratoire, sont des discours qui sont construits sur des mensonges ou des images d'autarkie nationale qui sont des images du 19e siècle, qu'aujourd'hui, dans une économie globale mondialisée, n'ont plus de sens. Mais on continue à faire ces discours-là au lieu de s'organiser pour bien accueillir, bien programmer une immigration qui va continuer et aider les gens à vivre ça de manière paisible et sereine et tranquille. Et je trouve que l'Église peut aider un peu à dire la vérité sur ça et aussi à faire repenser et changer l'esprit, parce qu'on accueille avec une attitude positive, ça fait aussi que les personnes accueillies réagissent de manière positive à notre accueil. Merci infiniment, Père René Mikalev. Ce fut un véritable plaisir de vous avoir ici avec nous. Vous, ancien étudiant des facultés Loyola Paris, à votre époque, c'était bien sûr le Centre Sèvres.
Voilà, ce fut un réel plaisir de bénéficier de votre expérience sur cette question. Vous allez repartir aujourd'hui même à Rome. Alors Ouais. nous vous souhaitons un très bon voyage et nos portes sont toujours ouvertes si un jour vous voulez repasser ici. Merci pour cette interview. Bon travail aussi. Je crois que ces podcasts peuvent continuer à aider aussi aux anciens élèves de maintenir le contact Ah bien, avec bien ce qui sûr, était le Centre Sèvres, les facultés, l'ELA Paris. c'est l'un de ses objectifs en tout cas. Parfait. Quant à vous Merci. tous, chers auditeurs et auditrices du Loyola Café, je vous remercie une fois encore pour votre écoute et pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien et au revoir. Vous écoutiez Loyola Café, le podcast des facultés Loyola Paris. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous gratuitement sur votre application préférée, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou YouTube Podcast. Et sur notre site internet www.loyolaparis.fr, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt.